sais pas dire non. Tu dis tout le temps oui, tu prends, puis à un moment donné, tu pètes un plomb. Eh ben, tu quittes ton boulot en disant, je sais pas, on me respectait pas, tout ça. Ouais. Mais enfin, t'as jamais dit non en même temps, tu vois, tu t'as jamais fait le point là-dessus. Tu changes de boulot, tu retombes sur la même personne, parce que la vie en général te remet dans la même situation pour que tu travailles dessus. Tu vas te retrouver dans la même situation. Et tu peux continuer longtemps comme ça. Longtemps comme ça. Et en te posant en victime, en disant, mais de toute façon, il n'y a que des boîtes pourries. Il y a des périodes de notre vie où on peut se sentir dépassé. Des périodes où on a l'impression de crouler sous les responsabilités, les tâches, et on a le sentiment de ne plus maîtriser grand-chose. De ne plus savoir où donner de la tête, de ne plus avoir le temps. On perd petit à petit pied, confiance en soi et en ses propres capacités. La faute à qui ? La faute à une charge mentale trop élevée. C'est justement l'objet de mon entretien avec Céline Robert, coach de vie, qui nous parle de la charge mentale, de comment la reconnaître et de comment l'atténuer pour éviter d'aller tout droit vers le burn-out. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on est toujours avec Céline. On va parler de charge mentale, de comment prendre soin de sa charge mentale peut nous éviter d'aller tout droit vers un burn-out. On en parle tous les deux parce qu'on a vécu ce fameux burn-out. Alors moi en 2016, durant mon activité professionnelle, et Céline quand elle a été maman de 2 jumelles. Donc je t'invite à regarder cette vidéo. Je suis très contente de retrouver Céline dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ensemble de la charge mentale et du burn-out. Donc bonjour Céline. Bonjour Amélie. C'est un sujet qui nous tenait toutes les deux à cœur, la charge mentale et le burn-out si on veut extrapoler en fait. Parce qu'on en a vécu chacune de notre côté quand on ne se connaissait pas. Donc moi en 2016. Et toi justement, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment s'est manifesté ton burn-out ? Et à quelle époque ? Alors justement, la charge, le burn-out, c'est les conséquences finalement à long terme de la charge mentale. Moi, je l'ai vécu quand j'ai eu mes filles, mes jumelles. J'avais déjà un petit garçon de 3 ans et j'ai vécu, on va dire, en même temps que l'arrivée de mes filles. Là, c'est peu de temps après la séparation avec le papa. Donc, il y a eu un enchaînement d'événements, on va dire, à la suite. Plus, on va dire, un côté un peu une nature un peu perfectionniste, un peu, avoir envie tu vois, que tout soit bien, tout soit beau dans toutes les sphères de ma vie, tu vois. Et ça m'a tellement compressée dans comment dirais-je, dans un quotidien presque réglé comme du papier à musique, tu vois, où il n'y avait pas de place pour finalement pour les bons moments, les vrais bons moments, tu vois, ceux où tu es vraiment léger, où t'es pas happé par autre chose, tu vois, par tout ce que tu as à faire derrière. On m'avait mis en garde et des professionnels de santé, la petite enfance qui viennent en fait souvent chez toi quand tu as des jumelles. Qui m'a dit, mes filles, vous êtes très fatiguées. Et en fait, ça s'est installé tout doucement. J'avais l'impression de faire face, en fait. Je me souviens que j'étais partie en vacances, j'avais pas eu le temps de ranger ma maison. Et au bout de 2 semaines, je reviens de vacances. Et je me suis dit, oh là là, ça va être tout dégueulasse comme quand je suis partie et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, non, mais en fait, elle est hyper propre, ma maison, hyper rangée, quoi. Et je m'étais complètement, j'étais complètement dans un quotidien où j'avais plus le recul nécessaire en fait sur ce que je faisais. Plus de discernement en fait. Plus du tout de discernement, c'est une catastrophe. Là, ça m'a vraiment sauteuse. Et pour autant, tu vois, j'ai continué à pousser en fait le truc au maximum. J'avais repris, en fait, j'étais crevée. J'avais pas de véritable temps pour moi parce que le temps que je prenais pour moi, par exemple, pour me maquiller, tout ça, pour m'habiller le matin, pour être bien, pour plaisir. C'était pas un plaisir, c'était pour renvoyer aux autres une image d'une nana qui gère de A à Z en fait. Et en fait, je gérais en mode survie en fait, pour essayer de maintenir une certaine image de ma vie en fait, de couple, de famille, professionnelle. Et à un moment donné, mon corps m'a dit stop, et je me suis retrouvée donc clouée au lit, à pas pouvoir me lever. Et comme je te l'avais dit dans une autre vidéo, quand ton corps te dit ne veut pas se lever, on a l'impression que c'est pas possible, on a l'impression que simplement de le demander, il va agir en fait. Et non, j'étais vraiment allongée, impossible de me lever, dans un épuisement total. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que moi, allongée dans ce lit-là, à pas pouvoir me lever, qui allait s'occuper des enfants en fait, comment j'allais faire? Donc j'allais être obligée de rebondir finalement, de demander de l'aide, de me rendre compte que j'étais complètement au fond du fond quoi. Et donc après j'ai pris les mains tendues qu'il y avait autour de moi
et j'ai mis des choses en place pour me relever, on va dire, mais il y a eu quand même des conséquences. J'ai pas vu mes enfants pendant 2 semaines, ils étaient chez leur papa parce que j'étais séparée. C'était la première fois que j'étais séparée de mes enfants aussi longtemps. Et quelque part, c'est pas plus mal parce que ça aussi, ça m'a bien montré que concrètement, bah, c'est quelque chose qui pouvait vraiment arriver en fait. Quand tu es complètement épuisé, tu peux mettre des mois, voire même plus des fois en fait, à te relever quoi. Ça a duré combien de temps? Le moment où tu étais vraiment à terre, tu vois, parce qu'après, forcément, il y a toute une phase de reconstruction. Je pense sincèrement c'est quelque chose qui s'installe peut-être bien des fois sur plusieurs années en fait. Quand t'es plus du tout aligné avec toi, déjà quand tu fais des choix qui sont plus raccords avec toi, quand tu continues en fait dans cette direction-là pour plaire aux gens, pour rester dans ce qu'on t'a appris, t'as une vie qui te ressemble pas et tu continues en fait à lutter dans cette vie qui te convient pas, tu vois, ou le boulot, ou là je te parle d'à peu près voilà, toute sphère confondue, et t'es dans cette lutte permanente en fait, et c'est ça qui finit par t'épuiser, c'est d'être dans une vie qui te ressemble pas en fait, tu vois. Et à essayer en fait par plein de moyens différents de tenir le cap en fait. Donc si on résume, ça peut toucher toutes les sphères et toi tu en es l'exemple, c'est-à-dire que c'était un burn-out maternel. Ouais. Alors que souvent on entend parler du burn-out quand même plutôt dans la sphère professionnelle. Ouais. J'ai pas vécu dans la sphère professionnelle. J'aurais pu après en fait, mais voilà, comme j'ai vécu ça, je connais mon corps, je sais quand je commence à être trop en tension et que je suis pas à ma place, on va dire ça comme ça. Donc c'est un burn-out, ça te sert aussi, ça te sert à quelque chose, tu rebondis, c'est à ce moment-là complètement pour réinventer un peu ta vie, pour changer de direction. Que penses-tu de ceux qui disent justement, alors parce que c'est un peu la maladie du siècle, ceux qui disent que le burn-out et tout ça c'est un effet de mode et en fait qu'ils ne prennent pas au sérieux? C'est le résultat de la société en fait dans laquelle on vit aujourd'hui. On se charge à fond, on est dans l'immédiateté, on court partout, on veut atteindre d'ailleurs, des fois on se demande quoi, au final si on s'arrête, en fait je cours pour aller où, pour atteindre quoi, finalement on n'a même pas d'objectif en fait, on est en mode pilote automatique, tu vois. T'es en mode pilote automatique, t'as tous les voyants qui ont beau s'allumer, tu continues en fait, et t'écoutes plus. Dans la charge mentale, c'est vrai qu'on a des vies bien remplies, mais il y a aussi des personnes qui fuient. Il y a un peu les deux en fait sur la charge mentale. Donc on se rajoute des choses qu'on n'a pas besoin forcément de se rajouter. Et il y a le côté aussi où on est archi perfectionniste, donc on n'est jamais satisfait. Donc on se lance dans des trucs, dans des maisons qui sont quasiment parfaites, on va dire, hyper propres. Faut faire plein de sport. Faut rentrer vraiment dans toute une liste là, toutes ces cases, toutes ces injonctions là. Et il n'y a plus de place en fait à la spontanéité, à l'instant présent, à écouter ses besoins à l'instant T. Ouais, écouter ses émotions. Alors les émotions, elles sont complètement enterrées. On les entend pas du tout. On est dans une course folle. Et puis arrivé le week-end, et ben on pense qu'on va se détendre. Et puis on va boire un verre, tu vois, on va se prendre un petit apéro pour se détendre. On va en boire un deuxième. Ouais. C'est une forme de fuite parce que finalement on se repose pas, parce que quand tu es en mode apéro le week-end, tu es simplement en train de fuir ta vie en fait, tu vois. Ça va peut-être pas plaire à certains que je dis ça, mais non, mais moi je me reconnais par exemple parce que quand j'étais en burn-out, avant que j'en prenne conscience, du coup la semaine je bossais à fond et le week-end quand j'avais du temps libre, je prenais l'apéro avec des copains et souvent ça allait plus loin qu'un apéro. C'est-à-dire que ça durait jusqu'à 6h du matin des fois. Et donc déjà j'étais KO et en plus je pensais déjà au lundi ce qui allait se passer. Donc c'était un cercle. Parce que les week-ends comme ça de fiesta, c'est aussi des week-ends où on a envie de s'étourdir pour les systèmes compensatoires comme l'alcool, les cachets, tu vois, le sport à l'excès. On essaie juste en fait de plus entendre et ressentir les émotions en fait. Tu vois, après un verre, tu es déjà un peu plus détendu. Au bout de 2 verres, tu relativises beaucoup. Tu vois, tous tes problèmes sont beaucoup plus légers, tu vois. Quand tu as eu une semaine où tu es hyper pris, où tu fais que de courir, arrivé au week-end, si tu t'arrêtes, en fait, tu as le temps de te retourner et de regarder ce qui s'est passé dans ta semaine et de te reprendre en fait toutes tes émotions que tu n'as pas ressenties d'un coup. Ça peut faire peur aussi, tu vois. Faut arriver à accueillir ça.
Il faut se faire guider voilà, pour se rassurer que c'est normal d'accueillir ces émotions, qu'il faut les écouter et qu'elles indiquent en fait des besoins qui sont pas respectés, qui sont pas assouvis en fait. Et le week-end, c'est fait aussi pour se ressourcer, quoi, pour s'écouter, pour récupérer. Et puis aussi pour faire le point. Je ressens, tu vois, arrivé au week-end, je ressens de la fatigue, je ressens de l'épuisement, la frustration. Qu'est-ce qui n'est pas aligné, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine qui fait que je suis dans cet état-là arrivé le week-end, quoi. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à écouter? D'ailleurs, c'est marrant parce que tu disais le sport à l'excès aussi, du coup. On t'a parlé d'excès. Ça peut être une forme de fuite comme l'alcool, les médicaments. On a l'impression que le sport, c'est au contraire, c'est quelque chose de bon pour soi. C'est comme tout, en fait. Si c'est pas dosé, ça devient un échappatoire plus que quelque chose qui, qui met en mouvement ton corps, quoi. En fait, une activité qui met en mouvement ton corps. Te sentir plus connecté à ton corps, tu vois, et pas... et à tes émotions aussi. Et à tes émotions aussi, hyper important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se cache derrière le fait que c'est bon pour la santé. Ouais. Mais tu peux pas passer non plus, on va dire, tous les soirs de ta semaine dans la salle de sport, quoi. Tu vois, et puis il y a plein de façons de se mettre en mouvement, quoi. Tu n'es pas obligé de tomber dans des excès. De toute façon, les excès sont jamais bons. Est-ce que tu as eu des alertes, des signes qui t'ont fait penser que tu étais en plein burn-out? Donc tu m'as parlé de ton corps qui est un peu plus tendu. L'irritabilité. Ouais, l'irritabilité, les pertes de mémoire. Ah ouais. Les pertes de mémoire, ouais. Ça fait peur. Et mémoire immédiate. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de se rappeler d'un vieux souvenir, c'est de passer d'un truc à un autre et de ah mince, c'est arrivé dans la pièce, qu'est-ce que j'étais venue faire là? Et de façon beaucoup plus fréquente qu'une fois de temps en temps, quoi. De faire des affaires aussi, du coup. Ouais. De perdre carrément, ouais. De se tromper dans les mots. Ou les mots dans la phrase, tu sais. Ouais. Et que ce soit de plus en plus... Moi, mes enfants, aujourd'hui, ils savent quand je suis fatiguée et que je pousse un peu. Mais on comprend pas du tout ce que tu dis, là, maman. Je dis oui, là, je crois que j'ai atteint mes limites, je suis un peu fatiguée. Ce soir, je vais pas me coucher tard. Ouais. Et d'ailleurs, le fait d'exprimer ce genre de choses aussi face à ses enfants, ça donne l'exemple aussi. Ça donne l'exemple que c'est important de s'écouter. On se met dans une sorte d'observation, en fait, de soi. Et à partir du moment où ça commence par soi, c'est bien, hein, parce qu'après, ça... Et à partir du moment où tu exprimes finalement ton besoin, direct, déjà, tu te sens mieux. Oui. Plutôt que de garder en toi et de te forcer à faire quelque chose. Ouais, parce que t'as pas besoin d'assouvir absolument tous tes besoins, en fait, dans l'idée. Quand on est hyper éloigné, tu peux, par exemple, décaler ton besoin au lendemain. Tu le sens dans ton corps, si ça peut attendre. Mais le fait de le verbaliser, de le reconnaître... c'est se donner de l'importance finalement. Et déjà ça tu vois, ça soulage. Ouais, ça soulage énormément, ouais. Comment tu expliques que certaines personnes du coup doivent vraiment aller jusqu'au bout, se mettre en danger elles-mêmes? Ça peut être, moi je me souviens que j'ai fait y avoir plusieurs accidents de voiture, c'était assez récurrent. Ou mettre en danger aussi d'autres personnes, leur entourage. Voilà. Comment tu l'expliques? On est déjà tous différents. On n'a pas tous les mêmes limites, on s'écoute pas tous de la même façon. Il y a des personnes qui vont s'écouter plus facilement et d'autres personnes qui vont être un peu jusque-boutistes. Moi, j'avais eu une cliente qui était vraiment qui poussait vraiment son corps au maximum et je savais pertinemment qu'il fallait qu'elle le touche en fait, on va dire vraiment le plus profond là, de son mal-être, pour pouvoir se relever en fait. Parce que tant qu'elle l'avait pas touché, elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas tout ce qu'on pouvait lui dire entre sa thérapeute ou moi, ou même les gens de son... Elle n'entendait pas. Il a fallu lui dire en fait que là en fait elle attendait vraiment, peut-être même de mourir en fait. Tu vois, c'est aussi le rôle du coach, tu vois, c'est d'être en capacité de dire mais là vous attendez vraiment de vous tuer en fait avant de réagir. Et ça lui a... C'est violent. Oui, c'est violent et ça lui a fait prendre conscience que c'est le chemin qu'elle était en train d'emprunter. Et suivant l'histoire de chaque personne, on n'est pas tous pareils en fait. On va peut-être plus... Il y en a qui vont peut-être plus se respecter, suffisamment s'aimer pour ne pas attendre d'en arriver, parce qu'il y en a qui mettent fin à leur jour, hein, ça peut aller jusque-là. Il y a des personnes qui vont aller jusqu'à cet acte-là. Et d'autres, non. Je pense que ça peut toucher n'importe qui. Hein.
Et on n'est pas obligé d'attendre de toucher le fond pour se relever non plus. Hein. Il y a des... Vaut mieux d'ailleurs ne pas attendre. Oui, il vaut mieux pas attendre. Hein. Non, sinon carrément pas. C'est dur. Oui, ouais. Puis ça peut être pour certaines personnes irréversible aussi. Oui. Et forcément, si ça va jusqu'à la mort. Justement, quels sont les premiers signes d'alerte auxquels il faut prêter attention, que ce soit pour toi déjà, si tu sens que la rentrée est difficile, que tu commences à avoir un peu de la fatigue, quels signes sont des alertes, que ce soit pour toi ou aussi pour ton entourage? Je pense que l'entourage, c'est important aussi qu'il puisse intervenir, qu'il puisse dire sérieusement qu'il est inquiet en fait pour la personne. De, sans être... parce que je pense que quand tu es dans le burn-out, finalement, t'en es arrivé à une telle petite estime de toi, en fait, que aller avertir quelqu'un, c'est presque vu comme être encore plus nul, en fait. Parce que dans le burn-out, c'est ça un peu, hein, c'est que à un moment donné, tu dis aussi que t'es nul, que tu pourras jamais y arriver, que les autres doivent être forcément mieux. Parce que tu n'y arrives plus, parce en fait, que quand t'es trop... Voilà. Et comme si, en fait, on s'autorisait pas à avoir une limite, mais en fait, on a tous des limites différentes. Et c'est important que l'entourage puisse, du coup, signaler une fatigue qui est un peu bizarre, tu vois. Parce que quand on est dedans, on va peut-être pas oser demander de l'aide. Tu vois, on va être... tu le sais très bien, hein. On va avoir honte, en fait. On se retrouve en situation de faiblesse, on est incapable, hein, tu vois. On se sent nul de ne pas arriver à avancer plus. Donc, demander de l'aide, c'est aller encore se rabaisser, parce qu'on est vraiment... l'estime de soi, elle est râlée pas crête, hein, la confiance en soi. D'ailleurs, c'est des choses que tu travailles aussi avec... il faut travailler aussi avec des personnes qui sont en burn-out ou en sortie de burn-out, quoi. C'est de reprendre confiance, quoi. Premières alertes physiques, si, ça va être... les tensions. Ça va être les tensions dans le corps. Ça va être les humeurs, les sauts d'humeur, l'agressivité, comme on disait tout à l'heure, les pertes de mémoire. C'est moins compréhensif dans ta façon, t'arrives moins à te... Oh, je commence à cafouiller. Tu te fais moins comprendre des personnes qui sont autour de toi. Tu vas avoir aussi l'isolement aussi, de se renfermer un peu sur soi. Oui, de voir de moins en moins de monde. J'allais y venir, ça se ressent aussi sur les relations, du coup. Au niveau de la vie sociale, ouais. Il y a les deux. J'essaie aussi de continuer à montrer une image... poker face. Voilà, j'y arrive, je fais face, je gère. Souvent, ça, on l'entend. Ah, mais ça va, je gère. C'est la merde, mais bon, je gère. Mais je gère. Oui, puis plusieurs semaines après, tu apprends que la personne, elle est pas bien du tout, elle est en dépression. Quand on bosse dans les entreprises, pour les burn-out en entreprise, on dit oui, les gens ils sont malmenés et tout, mais il y a aussi quand même une notion de... Il y a quand même la vie qui est autour, enfin ta sphère familiale, amicale. Si ça aussi, ça déconne, alors te dire presque que le boulot, ça peut être la goutte d'eau, tu vois, ou l'inverse. Et au niveau du comportement, ça se joue. Tu peux avoir de la violence avec tes enfants, quelqu'un qui n'a jamais été violent et qui se met à être violent. Tu as des gens qui peuvent se mettre à boire, des gens à prendre des médicaments, tu peux avoir des insomnies. Il y a plein on va dire, il y a énormément de signes qui montrent, j'ai envie de te dire, même avant le burn-out, que ça va pas, hein, parce que tout n'arrive pas d'un coup. Hein. C'est des petites choses, c'est pour ça que c'est important d'être vigilant à soi, en fait. Tu rentres un peu dans une paranoïa où tout le monde est contre toi, tu te mets en position de victime, en fait. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, c'est compliqué de te sortir de cet état-là, tu vois. Tu sors de l'état de victime au moment où tu satures ou que tu en as marre et tu dis bon là je peux pas continuer comme ça, mais tout le monde n'arrive pas, tout le monde n'est pas en capacité de le faire, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes forces, les mêmes faiblesses en fait. Il n'y a pas de schéma type, hein. On aura beau faire des articles, je veux dire, tu auras toujours des personnes autour de toi qui diront lui il est parti en burn-out, on n'aurait jamais cru quoi. Ah oui, mais parce que autant ça peut se prévenir, mais ça touche toutes les personnes hyper exigeantes, tu sais, perfectionnistes aussi, tu vois. J'allais te demander justement quels étaient les profils de personnes qui sont plus touchées peut-être. Ouais, plus facilement touchés par... c'est les gens qui sont, perfectionnistes, tu vois. Qui ont besoin aussi de répondre tout le temps aux autres, aux attentes des autres. Absolument, ouais. De renvoyer une image parfaite, lisse,
Alors que c'est pas ça en fait la vie. Ne jamais faire d'erreur. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont exigeantes, perfectionnistes et qui ont peur du regard des gens en fait, du jugement des gens sur leur vie, sur leurs choix. La famille proche déjà, tu vois, les amis. Ouais. Toutes ces personnes de ta sphère, tu vois, intime, vont être là pour te mettre une sorte de pression, même si au départ, évidemment, c'est pas fait pour te faire de mal en fait, hein, tu vois, parce que c'est toujours la projection de tes propres peurs sur l'autre, mais à partir du moment où tu arrives à t'émanciper, c'est un travail que tu peux faire après, mais tu peux t'émanciper du regard des gens et faire ton propre chemin. Là, après, j'ai envie de te dire, tu as déjà une bonne clé, un bon outil en main, quoi. Après, il y a le fait, voilà, pour en revenir à la charge mentale, tu fais plein de choses, quoi, tu vois. Tu te mets pas à l'arrêt aussi, tu vois. Ça, c'est un autre type. C'est pas forcément les gens perfectionnistes, quoi. C'est les gens qui n'arrivent pas à se retrouver en face d'eux-mêmes aussi. Qui n'ont pas envie d'être seuls et de faire face à leurs émotions. Complètement. Okay. Donc ils comblent en fait leur vie, enfin ils comblent plein d'aspects dans leur vie pour... Oui, c'est du remplissage. Mais sauf que y a des personnes qui n'ont même plus la notion en fait d'une journée de 24 heures. Ils vont se rajouter plein de choses. C'est-à-dire non mais là c'est impossible Oui, ils se mettent des listes. Ils se mettent des listes de dingue pour être sûr, mais absolument sûr de surtout pas se retrouver 5 minutes à rien faire en fait. C'est incroyable. J'ai des personnes autour de moi, c'est ça, c'est fou. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Et t'en as même qui le savent. Hein. C'est vraiment plus fort qu'eux. Hein. D'où l'importance d'un accompagnement. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, quand les choses sont plus fortes que toi, si tu te fais pas accompagner, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va prendre plus de temps, en fait, pour faire des changements ou des réglages, en fait. Tu considères que le burn-out et la charge mentale, c'est deux choses différentes? Je considère que, après ça reste mon point de vue, que le burn-out, en fait, c'est les conséquences de la charge mentale. Ok. Ouais. Je pense que c'est une accumulation. Mais c'est le point culminant un peu de... Voilà, c'est là où le retour, tu vois, faire demi-tour devient un peu compliqué, c'est quand tu arrives au burn-out, quoi. Dans la charge mentale, tu peux encore faire quelque chose. Il y a des choses que tu peux mettre en place, tu peux déjà en prendre conscience que c'est trop, que déjà le rythme est trop hardcore, tu vois. Déjà, ça, c'est un départ, c'est un point de départ de conscientiser les choses, de les nommer, en fait. Là, ma vie, là, elle est un peu trop speed, elle est un peu trop... ça va trop vite pour moi, parce que... Le rythme, il n'est pas tenable sur la durée. En fait. Exactement, puis on n'a pas tous la même. Il y a des personnes qui vont être plus disposées à avoir une vie plus rythmée, et d'autres personnes qui vont avoir besoin de plus de lenteur. Moi, je sais que j'ai besoin d'une vie plus lente, plus calme, plus douce. J'aime avoir des... Mais en fait, j'ai besoin de temps libre, en fait, entre les choses que j'ai à faire. J'ai besoin de sas, en fait, où je peux me ressourcer, où je peux avoir la liberté de me ressourcer entre. Mais parce que c'est mon rythme, parce que je suis quelqu'un qui reçoit les émotions, enfin les événements de façon assez forte. Donc j'ai besoin d'avoir des moments, en fait, on va dire de repos, en fait, hein, où je décroche un petit peu et je me ressource et je repars, mais pas des heures entières, hein, des fois 15 minutes ça marche, mais il faut que j'ai cette liberté, en fait. Et quand tu le sais, tu peux le mettre en place, tu vois. Quand tu te sens légitime, tu peux le mettre en place. Et on a tous un rythme différent, en fait. Les besoins, c'est universel, mais par contre, ton rythme, il t'appartient. Il t'appartient, en fait, parce que une journée ne fait pas l'autre. D'ailleurs, des journées où tu vas avoir besoin peut-être plus de calme, et puis il y a des journées où tu vas avoir une énergie de fou, comme tu disais, tu vois. Et c'est ok, en fait. Hein, c'est pas obligé d'être linéaire. Le lundi, c'est comme ça, le lundi, c'est comme ça. Non, on nous met on nous enferme dans une routine. Mais c'est ça. Tu vois, on nous a appris que la vie, c'était une forme de routine. Il faut avoir un boulot stable, une petite vie de famille. Le soir, tu regardes tel truc à la télé, machin. Et tout, chaque jour... réunion du lundi matin. Voilà, chaque jour passe et se ressemble. Ouais. Et alors qu'en fait, non, la vie, c'est du mouvement, en fait. C'est du mouvement. Et t'es pas... Il n'y a personne, enfin, je veux dire, qui pour t'obliger à avoir tel ou tel rythme, en fait. Non. T'as le rythme qui te convient. Une période, t'es plus crevé, une période, t'es plus créatif. Et c'est ok, en fait. Tu vois ?
c'est peut-être de changer aussi la place de l'homme et de la femme voilà, et même des enfants dans une vie de famille. C'est-à-dire que c'est une équipe, tout le monde vit au même endroit, tout le monde participe, c'est de mettre des règles, c'est d'en discuter, d'échanger sur les besoins de chacun. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de calme, d'autres qui vont avoir besoin de plus d'activité à l'extérieur. Enfin, c'est simplement en fait de communiquer les uns avec les autres sur nos besoins fondamentaux en fait au quotidien, mais un besoin change, on va dire, de façon assez régulière finalement. Donc c'est de communiquer les uns avec les autres et puis de déléguer et de ne pas tout prendre sur le dos, ramener les responsabilités à chacun en fait, tu vois. Et quand je dis ça, je pense aussi au travail. Où il y en a qui vont préférer prendre les dossiers de Pierre, Paul ou Jacques, tu vois. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Ce sera mieux chacun, fait. ou parce que, bah oui, après ça va nous mettre dans le jus, mais ou je vais faire le boulot de un tel parce qu'ils n'ont pas eu le temps de recruter. À un moment donné, il manque une personne. Je veux dire, tu vas pas faire le boulot de 2 personnes. Tu vois, il faut être capable de dire, bah non, là c'est stop, moi je peux pas en fait. Ça va trop vite, ça correspond pas à mes valeurs, par exemple, de faire un travail de qualité. Ça me ressemble pas, c'est pas ok. Et de prendre sa responsabilité en allant voir ton supérieur hiérarchique et de dire voilà, ça c'est pas ok et tout. Et au responsable de dire bah oui, mais il manque une personne. Mais ça, c'est ton job d'aller chercher une personne. Ça a l'air hyper simple. Oui, c'est vrai. Mais parce que les gens se rejettent tout le temps. Oui. Quand je dis ça, je suis pas. Mais est-ce que ça c'est m'arrive pas, aussi, est-ce que c'est pas facile. La peur aussi, du coup, par exemple, là tu parles du domaine professionnel, mais la peur d'aller dire là c'est en dehors de mes limites. Donc on préfère limite se rendre malade, enfin en tout cas jusqu'à l'épuisement, plutôt que de dire à la personne c'est en dehors de mes limites, parce qu'on a peut-être peur, je sais pas, de perdre son boulot, Oui, ou d'être mal vu, mal considéré, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance, tu vois. Donc si tu dis que là, tu poses ta limite, oui, ça peut être mal vu dans le travail. Je veux dire, quand tu fais ton boulot, tu as une fiche de poste, tu as un temps dans la journée, je veux dire, tu peux pas... Tu vois, à un moment, tu dis stop, tu finis à telle heure. Après, tu peux toujours t'arranger avec un supérieur et dire, il y a les heures supplémentaires, par exemple. Tu vois, là, on est dans un exemple un peu plus concret, mais... on te demande si tu veux faire des heures sup, tu les fais, tu dépannes. C'est qu'une question en fait de communication entre les personnes. Tu donnes ton besoin, la personne en fait donne ton besoin et tu trouves un terrain pour que les besoins des deux soient satisfaits. Tu trouves un terrain d'entente. Tu vois ? Parce que le but quand tu communiques comme ça, c'est de trouver une solution. À partir du moment où tu es capable de dénoncer tes besoins et la personne en face de toi fait de même, là, tu peux mettre une action en place. Mais s'il y en a un qui ronchonne tout seul dans son coin, l'autre qui ronchonne tout seul dans l'autre, il n'y a aucune action mise en place. Donc à part, on va dire, ruminer ou on va dire mouronner une situation, voilà. Voilà, c'est tout ce que ça fait finalement. En plus, ça te prend énormément d'énergie et ça fait pas bouger les choses. Tu peux rester, alors chacun reste dans son état de victime. On dit qu'on se victimise aussi, on reste. Rejet de la responsabilité sur bah oui, c'est lui qui est trop ci, qui est trop ça. Il s'en fout de ce que je dis. Est-ce que tu as été lui parler avant? Est-ce que tu t'es écouté toi? Et après, tu es allé communiquer, quoi, échanger. Quelle est la première chose à faire pour se décharger mentalement? Pour moi, je pense que c'est déjà de prioriser en fait. Prioriser, tu vois, sur une semaine. Enfin, tes valeurs, c'est quoi tes valeurs? Est-ce que ça va être, par exemple, je sais pas, du temps en famille? Je sais pas, le soir, le repas en famille, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Faut que ce soit fait tous ensemble. Est-ce que c'est d'avoir une maison archi clean? C'est quoi les choses importantes en fait pour toi? Et ben il y a des personnes qui ont besoin de ça, tu vois. En fait, on veut tout faire, on veut tout avoir, mais on veut faire aucun choix. Et ce qui est important, donc, c'est d'avoir en fait la liste de ce qui est important, de prioriser et de faire un choix, en sachant que chaque choix a des conséquences désagréables. Après, c'est d'être conscient des conséquences désagréables et de les accepter. Et que les choix que l'on peut faire aujourd'hui peuvent changer demain. C'est jamais figé. On a l'impression que, tu sais, quand on part dans un engagement de dingue. Un chemin. Mais tu peux te faire des priorités et des choix à la semaine, par exemple. C'est aussi de les faire en dehors, en fait, du regard des autres, de ton éducation aussi. Tu vois, parce que des fois, on fait des choix
Et on est quand même tiraillé parce que finalement on n'a pas fait nos propres choix, on a fait les choix parce que c'est mieux vu de faire tel choix. Ou ma mère m'aurait dit de faire tel choix, mon père m'aurait dit de faire tel choix, tu vois. Et donc du coup on est tiraillé, on sent que c'est pas ok. C'est aussi là que les émotions sont importantes, tu vois. La frustration, la colère, on sent qu'il y a un truc qui est pas raccord en fait à l'intérieur. Et c'est de faire ses propres choix en fait, les vrais. Et de mettre les priorités aussi à soi. Une maison clean, ça peut être des trucs, je sais pas moi, de ta mère ou de ta grand-mère, tu vois, un truc de famille où tout le monde est maniaque, voilà, par exemple, je pousse on va dire, à l'exagération. Mais finalement, toi, t'es pas du tout comme ça. T'aimes bien une maison qui vit, où il y a un peu de bazar, tu vois. Tu vas te forcer à avoir une maison qui est nickel. Finalement, c'est pas parce que c'est ce qu'on t'a appris. Donc c'est bien aussi d'apprendre à se détacher en fait de ce qu'on t'a appris pour avoir quelque chose qui te correspond en fait. Alors, tu peux garder des choses de ton éducation, c'est pas de faire table rase de tout ce qu'on t'a appris, mais en tout cas de piocher ce qui toi vraiment te fait sens et de rejeter en fait ce qui te convient pas. Donc ouais, les choix et les priorités, c'est de les faire par rapport à soi en fait. Et pas au regard de la société aussi, tu vois. Je fais le choix tous les week-ends de ne pas me maquiller, par exemple. Même si j'ai une tête, de zombie, ça va, ça encore. par exemple. Non, mais il y a des personnes qui sont vraiment attachées. C'est important de sortir de chez elles et d'avoir, l'apparence de quelqu'un. Je pense que le confinement a fait du bien, parce que je me souviens qu'on est sortis, alors il n'y avait plus de soutif et il n'y avait plus de maquillage. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal. C'était la liberté, Mais au final, faire des choix, c'est hyper compliqué. Bah oui, parce que quand tu fais des choix, tu renonces à d'autres choix. Tu as 3 choix par exemple devant toi et tu en as un seul à faire. Eh ben écoute, tu renonces aux 2 autres, mais rien ne t'empêche en cours de route, quand tu as fait ce choix-là, de dire ah bah en fait non, c'était pas le bon, tant pis, c'est pas grave, je vais dévier mon chemin et puis je vais tester autre chose en fait. On n'est pas obligé tu vois, faut le tester suffisamment longtemps pour se dire finalement c'est pas fait pour moi, finalement ça m'appartient pas. Il n'y a pas de choix inutile non plus. La vie c'est un enchaînement d'expériences, donc faut tester pour savoir ce qui est bon pour soi en fait. On va pas on te donne pas un papier à la naissance, ça c'est ce qu'il me faut quoi. C'est ça que tu me disais l'autre fois, c'est que si tu fais pas de choix, finalement tu restes immobile. Ouais, tu restes immobile, t'es pas dans l'action, t'es complètement figé. T'es comme dans un coin de mur, là, tu peux pas bouger en fait. Et après, c'est ton corps qui t'envoie des signaux. Il dit ça je supporte plus, t'as mal au dos, t'as mal aux jambes. J'ai eu des personnes il y a pas longtemps, des proches, les genoux qui ont été touchés. La personne elle a été obligée d'être alitée pendant longtemps, et c'est une personne qui était hyper active. Et là, elle s'est pris beaucoup de choses dans la figure, on va dire, beaucoup de révélations, de prise de conscience. Ça a été très 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 difficile. Chaque épreuve n'est vraiment, pour moi à mon sens, n'est pas du tout inutile quoi. Après faut en faire quelque chose pour en tirer des bénéfices. Et il y a pas mal de personnes qui justement ont cette charge mentale, que ce soit personnellement ou professionnellement, qui ont du mal à trouver le sommeil du coup, parce que le cerveau cogite toute la nuit, et qui vont aller voir un médecin qui va leur prescrire des anxios ou des somnifères. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une solution qui est viable sur la durée ? J'ai eu 2 cas de proches qui ont eu justement des insomnies assez costauds dans le cadre de séparation justement. Et parce que que ce soit voulu ou pas une séparation, on a quand même pas mal de choses à penser, et des remises en question sur ce que tu as vécu, tout ça. Et donc tout ça, arrivé le soir, quand tu es à l'arrêt justement, tu te retrouves en face de tout ça. Et qu'est-ce que tu fais ? T'arrives pas à dormir, tu rumines, et tu vas voir un médecin pour dire oui mais j'arrive pas à dormir. Le médecin il va dire ok, je vais... Alors tous les médecins sont pas comme ça, mais là en l'occurrence c'était le cas. Ils prescrivent des somnifères. Tu dors. Donc tu dors, il n'y a plus de problème, tu dors, tu rumines plus, tu es assommé comme il n'y a pas, parce que les somnifères c'est quand même costaud. Tu as une forme d'accoutumance aussi avec les somnifères. Et derrière ça, tu as 0 suivi. D'ailleurs, tu y vas pour renouveler ton ordonnance.
Et les somnifères, c'est un outil qui peut t'accompagner. Après, il y a plein d'autres méthodes pour retrouver le sommeil que d'aller chercher un médicament. Alors, je dis pas, hein, des fois à l'extrême, c'est vraiment un passage qui peut vraiment aider une personne de prendre des somnifères. Non, mais pas seul du coup. Mais pas seul, avec un accompagnement à côté pour justement soigner entre guillemets la cause. Hein, parce qu'aujourd'hui, on va cacher, on va atténuer les symptômes, mais on s'occupe pas de la cause, quoi. Ouais. Et si tu dors pas la nuit, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut aller creuser, il faut aller chercher pour quelle raison. Est-ce que tu n'arrives pas à dormir? Et c'est à ce moment-là que tu vas voir soit un thérapeute, soit tu vas voir un coach, soit tu vas voir quelqu'un qui peut t'accompagner pour faire ressortir en fait ce qui va vraiment pas, pour pouvoir récupérer en fait un sommeil plus serein, quoi. Parce qu'il y a un travail de fond à faire. Ça, c'est une béquille en fait. Le médicament est une béquille seulement sur un temps donné, avec un travail que tu fais oui, tu en peux pas parallèle. les prendre tout seul. Parce qu'après, quand tu les prends tout seul, j'ai une des deux personnes dont je t'ai parlé, elle s'est dit bah ouais, bah dès qu'il y a un problème maintenant en fait, c'est quelqu'un qui rumine déjà, tu vois, de base. Dès qu'il y a un problème, bah maintenant tu vois, il a testé, c'est cool, tu vois. Et en plus tu perds confiance en toi, en tes capacités en fait à te mettre en sécurité, à te rassurer en fait, à te faire confiance. Tu vas pouvoir en fait traverser cette épreuve-là. Et non, bah la première solution, ça va être s'endormir, endormir les émotions, les besoins, les problèmes, les blessures, l'alimentation aussi. Super important l'alimentation aussi quand ça va pas. Ouais. Et pourtant on a tendance à faire le contraire. Oui. Quand ça va pas, on mange, on grignote, on mange gras, on est en mode réconfort. Alors que justement, il y a des choses qui sont très intéressantes à faire, même en suivi naturopathie, pour récupérer en énergie. Après, il faut aller voir. Moi, je suis pas naturopathe, hein, mais j'ai des contacts de naturo et vraiment, t'as l'esprit, quand tu as l'esprit un peu embué, tu vois. J'ai une amie naturopathe qui suit quelqu'un qui a fait un burn-out, et donc du coup au niveau alimentation, elle a mis des choses en place avec lui, et tu as l'esprit qui est vachement moins embué en fait. Une bonne alimentation, alors sans parler même de burn-out ou de charge mentale, hein, une bonne alimentation c'est hyper important dans les humeurs, dans ton bien-être mental au quotidien en fait. C'est quelque chose qui est on se rend pas compte. On pense beaucoup à l'aspect physique parce que tu vas grossir, tu vois, ou que tu vas être malade. Mais il y a aussi toute une partie en fait mentale dans une bonne alimentation, tu vois. Si tu es conscient d'être dans une relation ou dans un travail qui ne te convient plus, hein, oui, effectivement, il faut le quitter. Mais quand c'est quitter une situation par dépit, parce que tu es fatigué, parce que tu n'en peux plus, mais que c'est plus un rapport toi en fait qui va pas bien et pas la relation en elle-même, non, il faut essayer de se faire accompagner pour comprendre comment en fait t'en es arrivé là, et après effectivement tu fais le point pour voir si ça te convient, parce que le truc c'est que tu peux être dans une situation de schéma répétitif. Par exemple, ne pas arriver à s'exprimer devant ton supérieur hiérarchique, par exemple, manque de confiance en toi, bah du coup il te demande plein de trucs, t'es incapable de dire non, tiens, par exemple, tu sais pas dire non, tu dis oui, tu prends, puis à un moment donné tu pètes un plomb. Tu quittes ton boulot en disant je sais pas, on me respectait pas et tout ça, mais t'as jamais dit non en même temps, tu vois, t'as jamais fait le point là-dessus. Tu changes de boulot, tu retombes sur la même personne parce que la vie en général te remet dans la même situation pour que tu travailles dessus, et tu vas te retrouver dans la même situation et tu peux continuer longtemps comme ça et en te posant en victime, en disant mais de toute façon il y a que des boîtes pourries, je tombe que sur des boîtes pourries, j'ai pas de chance, ça arrive qu'à moi. Tu rentres dans des schémas répétitifs, et mais si tu t'arrêtes pas pour te dire mais comment ça se fait que je suis dans cette situation là en fait. Et pour quand tu te fais accompagner, ça te permet justement d'avoir le recul nécessaire, de prendre le recul nécessaire sur la situation, savoir quel enjeu il y a derrière, qu'est-ce que ça cache cette situation là. Qu'est-ce que tu revis par exemple, tu vois, quelle situation tu revis. Moi je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais on en fait un peu là quand même, hein. Mais je sais pas, il suffit que ce soit un supérieur, que ce soit un homme, et représente l'autorité, le père, et puis quand tu étais petite t'avais une relation à ton père, où il fallait rien dire, machin. Tu peux reproduire tu vois, ce genre de situation, et peut-être c'est de revenir sur ce que tu as vécu plus jeune, et travailler sur ton enfant intérieur, te rassurer, regagner confiance,
et revoir tout ce qui s'est joué à l'époque et pour en fait sortir de ce schéma répétitif, tu vois, et voir ce que ça donne après en restant dans le même poste. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne après en restant dans le même poste. Oui, je pense que il y a, Ou dans le même endroit. Dans le même endroit, ouais. Poste, mais... Tu vas avoir des belles surprises, hein, je pense. Et finalement, le burn-out, il faut, enfin, effectivement, comment dire, c'est horrible quand ça tombe sur les gens. Oui. Mais je le répète encore, en fait, ça peut en choquer certains, mais chaque épreuve sert à quelque chose et nous apprend quelque chose, nous signale quelque chose, nous montre du doigt quelque chose qui ne va pas chez nous. On doit essayer de mettre en lumière pour arriver à apaiser, pour être, pour mieux vivre en fait. Tout simplement, avoir une vie plus apaisée, soit dans tes rapports ou dans tes rapports aux autres et sur le chemin que tu prends en fait, tu vois. C'est des étapes ça, tu vois, c'est un pas après l'autre. Tu peux déjà conscientiser les choses, mettre des choses en place et puis après, oser plus. Tu vois, tu peux pas directement oser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en général, voilà, tu as des petites étapes, des petites marches à monter. Et en tout cas, c'est pas impossible. Étape par étape, en y allant doucement, sans vouloir se presser. Ouais. Parce qu'en général, les gens veulent que ça aille vite, veulent vite du résultat. Mais non, par les épreuves en un jour, il faut quand même des étapes pour consolider en fait ce que tu mets en place. Je pense qu'on a fait le tour là, non? Je sais pas. T'as d'autres questions? Non, j'en ai pas. Écoute, moi, c'est bon pour moi en tout cas. Merci. Écoute, je t'en prie.